Bonsoir à toutes et à tous. Encore une fois, merci de votre présence et donc de votre confiance envers les forums régionaux du savoir. Notre rendez-vous de ce soir est dédié à l'évolution et plus précisément au darwinisme et à ce qu'on qualifierait aujourd'hui de dérive. Je pense qu'on me reprendra peut-être si ce n'est pas le terme qui convient. Alors pour nous en parler et puis faire tomber pas mal de contresens, d'idées reçues et qui ont la peau dure comme toutes les idées reçues, un fin connaisseur de Darwin, c'est Patrick Thor qui est notre invité ce soir. Il est directeur de l'Institut Charles Darwin International, il est chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, il est épistémologue, il est philosophe, historien des sciences. J'en passe et des meilleurs. Alors, le livre écrit par Patrick Thor, le dernier, L'effet Darwin, il m'a demandé également de signaler à l'Institut Charles Darwin International par lui-même les œuvres complètes de Charles Darwin. Oui, c'est toute une équipe qui a travaillé avec vous, bien sûr. Avant de vous passer la parole, et c'est en général pas mon habitude, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est que sur votre dernier ouvrage, vous avez en couverture une boucle de Moebius, si je ne m'abuse. C'est-à-dire le genre de truc qui, quand on le coupe en deux dans le sens de la longueur, se retrouve à être deux anneaux imbriqués, enfin deux bracelets imbriqués. Si on le tourne deux fois, ça fait deux différents. Ou je me trompe peut-être. Qu'est-ce que c'est ce symbole, Patrick Thor? Eh bien, on va commencer alors par la fin, parce que généralement, je réserve la surprise du ruban de Möbius pour la fin des exposés. Mais on va commencer par là aujourd'hui. Sorry. C'est nouveau. Bien, vous avez voilà une bande de papier avec deux faces. Et ce que j'expliquerai tout à l'heure, c'est que ça a un certain rapport avec ce que je vais vous dire à propos du passage chez Darwin entre la biologie évolutive et la théorie de la civilisation. On va appeler une face nature et l'autre civilisation. On va refermer cette boucle, mais avant de la refermer, on va imprimer à une de ses extrémités un mouvement de torsion à 180 degrés. On va coller les deux bords. Et là, nous allons obtenir cet objet qu'on appelle un ruban de Möbius, ou un anneau de Möbius, ou encore une ceinture de Möbius, et comme vous l'avez dit, pourquoi pas une boucle de Möbius. Il existe même un slip de Möbius, c'est un petit peu compliqué. Le problème de dedans, dehors, on ne s'y retrouve plus très bien. Et là, vous allez voir que si je promène mon doigt sur cette face, sans le décoller, je vais pouvoir rejoindre à ce moment l'endroit exact dont je suis parti, c'est-à-dire que cet objet qui avait auparavant deux faces n'en a plus qu'une seule, et pourtant, nous sommes passés de l'autre côté. Et cela, c'est précisément ce qui me paraît devoir symboliser ce que j'expliquerai tout à l'heure sous les termes d'effet réversif de l'évolution, et qui est lié à l'ouvrage de Darwin de 1871, La filiation de l'homme. Et ça nous permet de penser exactement aussi la nature du continuisme darwinien. Ai-je bien répondu? On ne peut mieux. Je n'en peux mais. Donc je vous cède la parole, ce Darwin. Eh bien, merci. Alors, nous sommes, comme vous le savez, nous célébrons le bicentenaire de la naissance de Darwin, et cet anniversaire est malheureusement l'occasion d'une sorte de débauche éditoriale. Il fallait s'y attendre, hein. Il y a un commerce qui se développe autour du nom de Darwin, et les effets ne sont pas toujours absolument spectaculaires. Alors évidemment, un spécialiste de Darwin en souffre, parce que ce n'est jamais agréable de penser que pendant 20 ou 30 ans, il a travaillé en vain. Mais il reste que nous voyons aujourd'hui fleurir, en particulier dans ce pays, parce que je ne sais pas ce qu'il en est des pays voisins, pas vraiment, j'espère qu'ils sont mieux que nous, mais nous voyons fleurir un certain nombre d'ouvrages qui m'affligent profondément, parce qu'il semblerait que l'on revienne encore, ici et là, raconter des choses qui sont absolument exclues aujourd'hui par cette darwinologie contemporaine à laquelle j'appartiens. Et que pour une part, j'ai favorisé, je dirais très nettement, j'ai favorisé l'évolution sur le plan de l'analyse de l'œuvre anthropologique de Darwin. Et au terme de ces nouvelles analyses, il apparaît bien entendu qu'étant donné que par ailleurs les textes sont connus aujourd'hui et qu'on peut lire Darwin infiniment mieux qu'on ne le pouvait encore il y a 15 ans, je veux parler du texte à la fois original en anglais pour ceux qui aiment cela et donc des éditions, de l'édition française qui est en cours,
eh bien, puisque nous avons cet accès aujourd'hui, il est de plus en plus regrettable d'entendre encore des gens raconter que Darwin et Hitler, n'est-ce pas, même combat. Ça se passe encore et il y a des institutions de recherche en France qui payent des gens pour raconter des choses comme ça. C'est d'autant plus ennuyeux qu'il suffit de faire une déclaration pareille qui paraît être en assonance avec ce que le public sait de Darwin, sélection naturelle, élimination des moins aptes, etc. C'est tellement facile de continuer à accréditer ces erreurs qu'il faut ensuite, et de nouveau, un long travail d'explication pour les désamorcer et rétablir à la fois la vérité des textes et de la logique profonde de la théorie darwinienne, entendue dans son intégralité et non pas réduite au noyau simplifié de la théorie de la descendance modifiée par le moyen de la sélection naturelle telle qu'elle s'expose en 1859 dans l'origine des espèces. Alors j'ai envie ce soir de commencer vraiment par le commencement et de vous raconter des histoires qui peuvent vous paraître un peu longues, un peu trop détaillées, un peu anecdotiques sur la manière dont Darwin est devenu Darwin. Ce qui peut avoir quand même un certain intérêt si l'on s'intéresse justement à un usage potentiellement intelligent, je dirais, de schèmes psychanalytiques. Darwin naît dans une famille aisée. Tout le monde le sait. Il s'agit d'une haute bourgeoisie anglaise qui, pour une part, du côté paternel, représente vraiment une émanation de l'intelligentsia scientifique anglaise, et d'autre part, qui représente la nouvelle bourgeoisie manufacturière et industrielle. Du côté paternel, le fondateur de la lignée, si je puis dire, pour sa notoriété, c'est Erasmus Darwin. De l'autre côté, c'est Josiah Wedgwood. Erasmus Darwin est un médecin, et ce n'est pas seulement cela, c'est aussi un grand naturaliste, c'est un botaniste notamment, c'est un géologue, c'est un mécanicien, c'est quelqu'un qui a inventé des machines. C'est une sorte de polygraphe érudit et multidisciplinaire comme on en produisait justement au XVIIIe siècle, et c'est aussi un philosophe, bien sûr, et un poète. De l'autre côté, nous avons Josiah Wedgwood qui est parti de rien et qui est devenu le chef d'une énorme industrie qui est celle de la céramique décorative et qui, à partir d'une situation familiale extrêmement difficile, puisqu'il était le dernier fils d'une lignée de potiers, ses trois frères l'ont un peu abandonné lorsqu'il a voulu s'associer avec eux, mais comme il souffrait d'une ostéomyélite du genou, il ne pouvait plus travailler autour, il a donc dû se débrouiller tout seul, trouver des maîtres, trouver d'autres associés, et c'est ainsi, par l'étude scientifique de sa profession, qu'il est devenu ce formidable refondateur, ce fondateur d'une nouvelle esthétique décorative, d'une nouvelle esthétique en matière de faïence et de céramique décorative en Angleterre. Il deviendra le potier de la reine. C'est donc quelqu'un qui, en se dissociant de sa famille, est devenu a donné libre cours à son propre génie. Pour ce qui est d'Erasmus Darwin, c'est quelqu'un qui partage ce non-conformisme. Les deux hommes vont se rencontrer, l'un sera plus ou moins le patient de l'autre, mais ils seront surtout de formidables complices dans le progressisme révolutionnaire, si je puis dire, ou plutôt l'attachement sentimental à la Révolution française, ce qui n'est pas toujours courant en Angleterre à cette époque. Ils seront tous les deux abolitionnistes. Et Erasmus Darwin sera aussi, autre marque de singularité, il sera l'un des premiers transformistes, c'est-à-dire que dans le premier volume de sa Zoonomia qui paraît en 1794, le second paraîtra 2 ans plus tard, dans ce premier volume, il fait le choix de la non-fixité des espèces et argumente donc en faveur de leur transformation. Ces deux hommes, donc, cohabiteront ensemble, à titre de cofondateurs, dans la Lunar Society, qui va regrouper finalement quelques-uns des plus grands esprits anglais de l'époque sur le plan scientifique. On y trouvera des gens comme Priestley, comme Watt, etc.,
qui ont en commun d'être également des gens qui ont un rapport parfois distant avec la croyance religieuse, qui croient fondamentalement dans l'avenir et le développement des sciences et des techniques, qui sont souvent des réformateurs en matière politique et qui ont un certain nombre d'idées généreuses, dont celle que je viens d'évoquer, l'aversion pour l'esclavage. D'un côté et de l'autre, donc, une sorte de dissidence. Et en même temps, une capacité d'invention scientifique et technique tout à fait considérable, et qui produira donc des réalisations. Ces deux hommes collaboreront à la conception de nouveaux systèmes de canaux. Quand on fait de la céramique, on a intérêt à ne pas envoyer sur les routes des voitures qui risquent de se renverser, ou en tout cas des cargaisons qui risquent fort de se fracasser sur les chemins chaotiques de l'époque. Et donc le développement des canaux devra aussi, à l'influence de Josiah Wedgwood, l'influence conjuguée de Wedgwood et de Darwin, d'Erasmus Darwin, donc leur devra quelque chose aussi. Alors, cela, évidemment, m'amène à raconter l'histoire de leur descendance. Erasmus Darwin, c'est le grand-père de Darwin, on le sait. Mais il va d'abord, avant d'être grand-père, être père. Et il va avoir un fils. Et à ce fils, il va enjoindre d'être médecin. Et ce fils, dans lequel il voit son propre reflet, de toute évidence, va devenir si prodigieusement brillant en médecine qu'avant l'âge de 20 ans, il va être considéré par les membres de la profession comme un sujet sur lequel il est permis de fonder les plus grands espoirs. Et ce jeune enfant prodige, qui à 20 ans a déjà écrit des mémoires scientifiques, ce jeune homme, faisant un jour une démonstration, une autopsie, l'autopsie du crâne d'un enfant, devant un auditoire, eh bien, va se couper avec son instrument de dissection et va mourir en quelques jours d'une septicémie. Le père a un autre fils qui s'appelle Erasmus, comme lui, mais ce fils ne pourra pas remplacer son aîné. D'ailleurs, il finira très mal, on le retrouvera noyé au fond d'une rivière la nuit, beaucoup plus tard. Et puis, il y a le dernier fils qui s'appelle Robert Waring Darwin, qui sera le père de Darwin. Et ce fils-là, eh bien, il n'a aucun goût pour la médecine, qui lui a pris ce frère qu'il admirait tant, et il va, malgré lui, mais par obéissance filiale, faire des études de médecine et devenir médecin pour mériter l'amour de son père. Mais curieusement, il va devenir un assez bon médecin, très apprécié de sa clientèle. Mais il ne va pas tellement s'occuper du corps, il va exercer une sorte de médecine psychologique. Il va être aimé de ses patients à cause de cette faculté de sympathie, ainsi que Darwin la nommera dans son autobiographie de 1876, faculté de sympathie qui lui assurait effectivement une sorte d'attachement tout à fait particulier de la part de ses patients et qui lui permettait à lui de soigner d'une autre façon qu'en s'occupant du corps. Il était lui-même relativement gêné par son propre corps parce qu'il a arrêté de se peser lorsqu'il a atteint les 150 kilos et son valet faisait vérifier les parquets lorsqu'il entrait chez les patients. Il avait même un marchepied spécial sur sa voiture, etc. C'était l'homme, disait Darwin, le plus imposant que j'ai jamais vu. Alors il lui en imposait, bien sûr, mais il l'aimait en même temps, ce père, qui avait cette grande capacité de bienveillance. Alors une sorte d'ambivalence, comme ça, entre un respect nuancé de crainte et une véritable affection. Et alors donc ce père, qui s'est installé dans cette sorte de vicariance par rapport au frère aîné disparu, qui a exercé la médecine à sa manière, ce père va, paradoxalement, si l'on peut dire, relayer cette injonction transgénérationnelle d'être médecin. Il va donc avoir un fils aussi, premier fils. Je passe sur les filles, si j'ose dire. Mais il va avoir un premier fils qui s'appelle, bien entendu, Erasmus.
lequel Erasmus va bien entendu faire sa médecine à Édimbourg, bien sûr. Il va réussir ses études. Mais, représailles psychologiques contre l'injonction de l'aïeul et du père, il n'exercera jamais. Qu'importe, Robert Waring Darwin a un second fils qui s'appelle Charles, eh bien c'est celui-là sur qui va tomber une dernière fois l'injonction. Alors il envoie ce pauvre enfant, qui était un passionné de nature, qui aimait gambader dans la campagne, qui adorait collectionner les insectes, qui avait un goût très marqué pour les sciences naturelles, qui n'avait pas du tout envie de faire de la médecine. Pensez, la médecine, sa mère était morte quand il avait 8 ans. La médecine, incarnée par son père, n'avait rien pu faire pour empêcher cela. Eh bien, il fait ses études, entre guillemets, à Édimbourg, les rate superbement, et il s'évanouissait, ou presque, devant les dissections. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que le prénom du premier Charles, celui qui est effectivement mort pendant cette démonstration anatomique, eh bien c'était Charles. Charles Darwin, premier du nom. Notre Darwin porte le prénom d'un mort. Et d'un mort dont on peut dire que c'est la médecine qui l'a tué. Donc, il va de soi que les réticences du jeune Charles ont quelques raisons d'être au moment où il se trouve confronté à la réalité de la profession médicale. Il va donc rater ses études et présenter penaud à son père le piètre résultat de ses 2 années d'études à Édimbourg. Et puis alors, curieusement, ce père qui était bienveillant, comme je l'ai dit, après s'être un peu mis en colère contre son fils, mais cela il faisait déjà depuis un certain temps, lui disant qu'il n'était bon qu'à chasser les rats, qu'il serait une honte pour lui et pour toute la famille, eh bien, son père va consentir à ce qu'il devienne, faute de mieux, pasteur de campagne. Il va l'envoyer faire des études à Cambridge, des études d'humanité et de théologie. Là, bien sûr, Darwin, qui a gagné cette permission à terme d'être naturaliste, parce que cela se résout à cela, il aura du temps, il pourra donc faire de la botanique et de l'entomologie autant qu'il le voudra, eh bien, accepte donc de commencer à faire des études, et là, il va bien sûr s'engager dans des lectures diverses, qui ne sont pas forcément celles qu'on lui demande de faire, à part une qui est celle de William Paley, des ouvrages de théologie naturelle de Paley, où il va, avec un véritable plaisir, retrouver la nature à travers la description qu'en fait un interprète anglican. Adepte donc de la théologie naturelle qui consiste, je vous le rappelle, à aller chercher dans les sciences ce qui permet le mieux d'illustrer la toute-puissante sagesse du Créateur. Alors, à Cambridge, il va aussi rencontrer un personnage qui va jouer un rôle important dans sa vie, c'est John Stevens Henslow. Henslow est botaniste de profession, mais c'est aussi un excellent géologue, et il va s'attacher au jeune Darwin, faire de lui son compagnon de promenade, tout cela est connu, et il va surtout contribuer très fortement à lui donner une véritable culture naturaliste et à le remettre sur les rails de la géologie. La géologie, il en avait été dégoûté par les cours de Jameson à Édimbourg, et il avait donc décidé à l'époque de ne plus jamais fréquenter un cours de géologie. Il change d'avis avec Henslow, se passionne de nouveau, pour la première fois peut-être, devrais-je dire, pour cette discipline, et découvre qu'il y a dans la géologie quelque chose d'absolument passionnant, car c'est en quelque sorte une discipline prédictive. On s'habitue à reconnaître des conformations, des relations entre des formations géologiques, et plus loin, on s'attend à trouver telle autre formation, etc. Donc c'est cette démarche-là qui lui plaît dans la géologie. Et donc il va s'y exercer, et c'est ainsi qu'il va pouvoir, grâce à Henslow,
partir, nous sommes au mois d'août 1831, et je saute évidemment beaucoup d'étapes, il va partir donc pour un voyage d'exploration géologique du nord du pays de Galles en compagnie d'Adam Sedgwick. Ce voyage, il a prévu de l'écourter au bout d'un certain temps, puisque sa passion étant alors la chasse, il va vouloir, comme chaque année, aller faire l'ouverture de la chasse dans sa famille maternelle à Mare Hall, et pour cela, eh bien, il va abandonner Sedgwick comme convenu au milieu de l'excursion, prendre le chemin qui va conduire à Mare Hall, et sur ce chemin, il y a sa maison natale à Shrewsbury. Et donc il va s'arrêter dans sa maison paternelle et là il va trouver une lettre de Henslow qui lui propose de partir à bord d'un navire, le Beagle, commandé par un jeune capitaine de 26 ans qui s'appelle Robert Fitzroy, de partir pour un voyage de circumnavigation, un voyage qui a une mission scientifique, qui est le relevé hydrographique, ou plutôt l'achèvement du relevé hydrographique des côtes de l'Amérique du Sud, entre autres. Et bien sûr, ce projet va le fasciner, il aura terriblement envie de partir, mais étant réaliste et connaissant les réactions de son père, il se doute bien sûr que le père n'acceptera pas. Il écrit donc une lettre de refus à Henslow, mais le lendemain, à Mare Hall, il va trouver donc celui qui a pris la succession de la direction des faïenceries, le fils homonyme de Josiah Wedgwood, Josiah II Wedgwood, l'oncle Jos. Et cet oncle Jos, après s'être entendu raconter par Darwin que son père avait assorti son refus d'une réserve, et cette réserve était, si tu trouves quelqu'un de bon sens qui me convainc que ce voyage sera pour toi de quelque utilité, alors je donnerai mon assentiment, eh bien, il prend le jeune Darwin, monte en voiture le lendemain, va parler à son père, et son père, faisant preuve alors d'une clémence infinie, eh bien, accorde à Darwin, à Charles, l'autorisation de partir. Et c'est ainsi que Darwin va pouvoir préparer son voyage et embarquer à bord du Beagle, ce voyage devant être, ainsi qu'il l'a confirmé dans son autobiographie, l'événement le plus important de sa vie, celui sans lequel, effectivement, nous n'aurions pas eu ce Darwin que nous connaissons et nous n'aurions pas eu très certainement non plus la théorie de l'évolution des organismes telle qu'il l'a formulée. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout ça avec ce semblant de détail? Eh bien parce que ça nous permet de comprendre. Non pas seulement que, comme je le dis rapidement dans un petit livre chez Gallimard sur Darwin, c'est que c'est en prenant le large qu'on peut trouver sa voie. Ce serait là une conclusion juste mais insuffisante. Ça nous permet de comprendre d'abord que c'est au prix d'une véritable négociation avec son ascendance. Et par cette ascendance, j'entends Erasmus et j'entends Robert, pour ne prendre que ce côté-là. Que c'est au prix d'une véritable négociation avec son ascendance que Darwin est devenu le théoricien par excellence de l'ascendance de la phylogénie. Et que c'est en pratiquant cet écart, cette divergence par rapport à la voie qu'on avait tracée pour lui, qu'il va devenir, par excellence, le théoricien de la divergence. Alors le fait-il simplement en désobéissant? Ce n'est pas si évident que ça. Si l'on se rappelle qu'il y a véritablement dans cette famille une sorte de tradition de l'écart, une tradition de la divergence fondatrice, incarnée d'un côté par ce grand anticonformiste et presque père du transformisme qu'était Erasmus Darwin, et de l'autre par ce grand inventeur qu'était aussi Josiah Wedgwood. Il y a donc une fidélité à cette tradition de l'écart. Alors désobéissance ou fidélité? Eh bien justement les deux. Et c'est cela qui est très intéressant. Qu'est-ce que le transformisme? C'est précisément l'écart, la divergence, la variation, et c'est l'hérédité. Eh bien, c'est en combinant ces deux éléments, en lui-même et dans sa propre vie, dans sa propre psychologie, que Darwin peut-être pourra devenir le théoricien du transformisme. Alors il part en voyage. Il part à bord de ce navire et il en souffre horriblement parce qu'il a le mal de mer. Mais il va voyager beaucoup par terre aussi.
ce sont ces voyages par terre, évidemment, qui seront riches, les plus riches d'observations naturalistes. Mais quand il est sur le navire, il s'occupe cependant déjà d'histoire naturelle. Il a emporté avec lui le récit de Humboldt, vous savez, le récit de son voyage aux régions équinoxiales. Il est fasciné par Humboldt et par les récits de voyage en général. Il va prendre à Humboldt son regard. Quand je dis prendre son regard, ça veut dire qu'il va lui emprunter ce regard panoptique sur le monde, cette façon d'explorer toutes les dimensions de l'espace et tous les éléments. Et on le retrouvera jusque dans le plus fin détail du voyage, du récit de voyage, dans les moments où il va explorer une saline et découvrir dans les profondeurs du sel un animal qui vit dans les salines, ce fameux Cancer salinas dont il va parler dans le voyage, et il reprendra l'étude après. Eh bien, tout cela, c'est l'exploration humboldtienne de la nature. Lorsqu'il est sur le Beagle, il recueille des infusoires siliceux dans les voiles du navire et sur le pont du navire. Et ces infusoires siliceux, il va les envoyer un peu plus tard à Ehrenberg, le spécialiste de ce genre d'organisme. Et Ehrenberg, c'est un compagnon de Humboldt. Il y a un autre livre qu'il emporte avec lui. Il y en a des livres sur le Beagle. Ils sont dans des casiers tout autour de sa cabine. Et parmi eux, il y en a un qu'il aura entre les mains pendant la première semaine du voyage. C'est le premier volume publié des principes de géologie de Charles Lyell. Lyell, c'est le grand géologue anglais qui va introduire en Angleterre la théorie continentale, si je puis dire, des causes actuelles. C'est sur le continent, en France et en Allemagne, qu'on a vu naître d'abord cette théorie, qui s'oppose à la théorie des cataclysmes, qui s'oppose à cette sorte de géologie post-cuviériste, après Cuvier, après Alcide d'Orbigny, après les révolutions du globe, après les catastrophes et les créations successives, nous avons enfin une géologie qui sort du paradigme chrétien et qui va, au contraire, en observant la nature et en notant ses déterminismes constants, va, en installant les temps longs dans l'histoire géologique, déclarer tout simplement que les causes de transformation de l'écorce terrestre que nous voyons actuellement, d'où son nom d'actualisme, opérer sous nos yeux, sont les mêmes qui ont opéré depuis l'origine des temps. L'érosion, la sédimentation, le volcanisme, l'érosion subaérienne, le ruissellement, la force des marées, toutes ces causes que nous voyons agir actuellement sous nos yeux sont les mêmes qui, avec le temps, ont façonné la morphologie de l'écorce terrestre. C'est très important pour Darwin si l'on pense que ce que Lyell va actualiser, si je puis dire, en Angleterre sous les termes de uniformitarisme, l'actualisme continental de von Hof ou de Constant Prévost devient l'uniformitarisme en Angleterre, que voulez-vous, peut-être parce que Lyell, comme Darwin, était unitarien sur le plan des convictions religieuses, c'est-à-dire qu'il refusait le Dieu unique en 3 personnes, on y reviendra. Eh bien, l'uniformitarisme, c'est l'actualisme, c'est la théorie des causes actuelles de la géologie continentale. Eh bien, tout cela implique évidemment une certaine position critique par rapport au dogme de la Genèse. Le monde ne peut pas s'être créé en 6 jours, en 6 ans, ni même en 6000 ans. Il faut des durées infiniment plus longues. Et c'est sur ce socle-là que se construira la théorie darwinienne, l'actualisme étant une théorie de l'accumulation des petites causes avec le temps. On peut dire à ce simple niveau que la théorie que Darwin produira ensuite en histoire naturelle sera un actualisme biologique. Avec ce livre donc, il va découvrir pour la première fois un archipel volcanique, les îles du Cap-Vert. Et puis il va continuer les observations géologiques pendant tout le voyage, et elles constitueront en quelque sorte l'introduction à sa découverte de l'histoire naturelle proprement dite pendant le voyage. Alors ce n'est pas une découverte bien sûr, mais c'est une découverte d'un formidable champ de nouveautés qui va lui apparaître non seulement sur les continents, mais également, précisément, sur les îles.
De quoi est-il question essentiellement lorsque l'on parle du voyage de Darwin en essayant d'en retenir l'essentiel? Alors, si vous voulez un détail complet des observations scientifiques de Darwin au cours du voyage, il vous suffit de consulter l'article du voyage d'un naturaliste du dictionnaire du darwinisme et de l'évolution, où je reprends jour après jour les observations scientifiques de Darwin. J'ai fait cela pour épargner un certain nombre de recherches à des gens qui travaillent justement sur Darwin et qui n'avaient pas entre les mains les textes qu'il fallait. Mais croyez-moi, on y passe un certain temps. On va retenir deux choses et deux lieux: l'Amérique du Sud, la Patagonie, l'Argentine, la Patagonie, et évidemment les îles Galapagos. Alors que voit-il en Amérique du Sud? Il va s'apercevoir qu'il y a des animaux comme ça, dont la ressemblance est frappante, mais qui présentent cependant, à mesure qu'on change de latitude, un certain nombre de différences également sensibles. En particulier, deux autruches. Alors il s'agit de nandous, bien sûr, puisque nous sommes en Amérique du Sud, mais il dit autruche en anglais. Il y a une espèce qui est manifestement une espèce nordique par rapport au territoire patagonien, qui est connue déjà sous le nom de Rhea americana, et il va découvrir plus au sud une autre espèce, plus petite, qui possède des caractères constants, qui a une densité de plumage un peu différente, c'est-à-dire une nuance de plumage un peu différent, qui pond des œufs un peu plus petits, un peu plus allongés, d'une teinte légèrement bleuâtre, bleutée, et qui possède un rapport différent entre la longueur du bec et la longueur totale de la tête. Bref, qui présente des petites différences sur le fond d'une énorme ressemblance. Il a appris, bien sûr, et il sait depuis toujours, il croit savoir, que Dieu a créé les espèces séparément les unes des autres, qu'il les a créées toutes différentes, et que son pouvoir créateur était infini. Mais là, il ne comprend pas bien pourquoi un créateur disposant d'une liberté de création infinie, se sera contenté de créer deux espèces qui s'avoisinent territorialement, qui se touchent, et même qui présentent une certaine portion du territoire de probables intersections. Pourquoi il les a créées si proches? Pourquoi tant de ressemblances, alors qu'il pouvait faire deux espèces totalement différentes et donner ainsi un véritable cours à sa toute-puissance créatrice? Sur le même territoire, au nord, sur la côte, dans un site nommé Punta Alta, il va découvrir, creusant cette fois le sol, les vestiges des grands mammifères du quaternaire argentin. On peut les énumérer: Macrokenia, Mylodon, Célidotherium, Mégatherium, etc. Pour la plupart, il s'agit de grands édentés fossiles. On dit aujourd'hui des xénartres. Et il va noter bien sûr qu'à chacun de ces animaux dont il retrouve les vestiges et reconstitue grossièrement la morphologie d'ensemble, correspond un animal vivant. En particulier, il va trouver les vestiges d'un grand tatou, un tatou géant, un glyptodon. Et bien sûr, il va constater, hormis bien entendu la taille, que cet animal présente une ressemblance morphologique sidérante avec le petit tatou velu de Patagonie, me semble-t-il. C'est une thèse personnelle, mais je pense que c'est celui qu'il a dû voir en particulier. Une ressemblance qui, là encore, suggère évidemment autre chose qu'une création séparée, mais beaucoup plus l'idée que, étant apparus à des époques successives, ces animaux pourraient bien être liés par un lien de parenté. Cependant, il se demande pourquoi, encore une fois, un Dieu tout-puissant se serait astreint à des époques successives, cette fois, parce qu'il faut bien reconnaître que la paléontologie nous oblige à penser ainsi, comment un Dieu tout-puissant, disposant d'une liberté de création infinie, aura dû
tout de même s'astreindre curieusement à de telles ressemblances. Et comment, là ça devient très intéressant, comment, à travers ces ressemblances, il semble nous induire dans une interprétation généalogique, alors que cette interprétation est diamétralement opposée à tous les enseignements de son Église. Eh bien voilà ce qu'était en fait, je peux vous le dire parce que moi je vis dans sa tête, les doutes qui voltigeaient çà et là, de temps à autre, dit-il dans un texte ultérieur, de temps à autre dans mon esprit. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de dire que Darwin a déjà choisi le transformisme, ni qu'il est le père de sa propre théorie, ce n'est pas encore le cas. Il va d'abord falloir passer par le second épisode qui est celui des Galapagos. Alors, aux Galapagos, Darwin, qu'est-ce qu'il fait? Comme tous les touristes, il va monter sur les tortues, voir qu'elles ont un volume, une force extraordinaire, que ce sont les animaux les plus gentils du monde, qu'elles constituent, grâce à leur vessie très ample, une réserve d'eau fraîche pour les voyageurs en difficulté. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va s'amuser avec tout ça, il va disséquer d'ailleurs une tortue, je vous passe les détails, mais il ne comparera pas entre elles les différentes tortues de l'archipel. En revanche, il va rapporter de cette exploration des différentes îles des spécimens d'oiseaux qu'il prélève sur ces îles et qui ressemblent à des moineaux ou à des pinsons. Il choisira de les appeler finches, faute de mieux, et dont il va noter qu'ils présentent des différences singulières dans la conformation du bec. Alors si on veut les classer par épaisseur, on aura, je dirais, à l'extrême gauche un Geospiza magnirostris avec un bec extrêmement globuleux et puissant, un bec concasseur qui lui sert à broyer les graines à coque dure dont il se nourrit, donc un régime végétarien, si je puis dire, granivore. Et à l'extrême opposé, il y aura un petit oiseau qu'on nomme la Certidea olivacea et qui se caractérise au contraire par un bec effilé, mince, qui lui permet d'aller chercher cette fois une nourriture carnée, composé de vermisseaux, de larves, etc., dans les anfractuosités des arbres un peu en décomposition. Bref, un animal qui a un tout autre régime trophique. Il va rapporter ça en Angleterre, où il revient en octobre, le 2 octobre exactement 1836, et comme il est d'usage, alors qu'il est déjà connu pour les envois qu'il a faits par l'intermédiaire de Henslow et de Sedgwick, il va confier ces spécimens à des experts. Il reste que pour ce qui est de l'ornithologie, on l'a aiguillé sur John Gould, qui est effectivement un grand technicien de l'ornithologie, en même temps taxidermiste, etc. Ce n'est pas encore un grand professeur, mais c'est sans doute un des plus grands, sinon le plus grand ornithologue d'Angleterre. Et c'est Gould, dont l'autorité est déjà suffisante pour qu'on ne cherche pas un instant à la contester, qui apprend à Darwin que les variétés de pinsons qu'il croit qu'il a rapporté de l'archipel des Galapagos ne sont pas des variétés issues, comme il le pense avec Darwin, d'une espèce migrante installée sur le continent américain. Tous ces oiseaux viennent d'une souche continentale nécessairement. Il s'agit d'îles volcaniques, donc relativement récentes, et qui ont été peuplées par la migration d'une espèce que l'on connaît, qui est repérée sur le continent américain. Je vous rappelle que les îles Galapagos se situent à peu près à un petit millier de kilomètres des côtes de l'équateur. Ce qu'apprend Gould à Darwin à ce moment-là, en tant qu'expert, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de variétés, il s'agit d'espèces véritables. Il est indubitable qu'elles proviennent d'une espèce continentale, et en même temps, il est indubitable également qu'elles ont développé entre elles des relations qui ne sont plus des relations intervariétales, mais véritablement interspécifiques. C'est-à-dire qu'elles ont entre elles des barrières, elles présentent des barrières qui sont notamment des barrières éthologiques, probablement aussi reproductives. Eh bien, cette révélation par Gould, qui a lieu au printemps de 1837, que, en fait, Darwin a en quelque sorte apporté la preuve de l'existence de ce que nous appellerions aujourd'hui une spéciation insulaire, eh bien, ce fait scientifique fait que Darwin devient transformiste, c'est-à-dire qu'il y a eu un long processus de mise en doute du fixisme
acceptée jusqu'alors, Darwin opte pour le transformisme. Alors, le transformisme n'est pas une idée absolument neuve, tout le monde le sait. C'était une hypothèse dans le milieu naturaliste, acclimatée par son propre grand-père, également bien sûr par Lamarck à partir de 1800. 1800, 1802, 1809, donc trois dates principales pour l'introduction du transformisme lamarckien. Mais Darwin, lui, a la preuve naturaliste qu'une espèce peut donner naissance à d'autres espèces. Fort de tout cela, dès le mois de juillet, il ouvre son premier carnet sur la transmutation des espèces. C'est à ce moment même que commence ce qu'on appelle l'Angleterre victorienne, puisque la reine Victoria, presque en même temps, monte sur le trône. C'est donc le début d'une nouvelle ère qui va se caractériser par le meilleur et le pire, une sorte de triomphe évolutif, si je puis dire, de l'Angleterre, une sorte de domestication du monde, comme je le dis dans l'exposition, caractérisée à la fois par une formidable expansion de l'Angleterre au niveau économique, au niveau commercial, au niveau de la consolidation de son empire colonial, au niveau de la production de matières premières, au niveau de l'industrie, mais c'est en même temps et en contrepoint la misère dans les faubourgs, les épidémies, le choléra, le travail des enfants et des femmes dans les mines, c'est tout ce contrepoint terrible de la révolution industrielle et du développement donc de l'industrialisme victorien. Tout cela, Darwin va évidemment le traverser, sans trop en parler d'ailleurs, occupé qu'il sera à partir de 1838 uniquement par la mise au point et l'explication de sa théorie. Alors les historiens des sciences se sont demandé pendant des années à quel moment la théorie darwinienne s'est-elle véritablement constituée. Eh bien, elle s'est constituée après le 4 octobre 1838, lorsque Darwin achève la lecture de l'essai sur le principe de population de Malthus, qu'il lit, dit-il, pour se distraire. J'ai quelques doutes, d'une part, que cette lecture soit distrayante, et d'autre part, qu'il l'ait véritablement entreprise pour s'amuser. Toujours est-il qu'il trouve dans Malthus l'élément de modélisation mathématique qui va lui permettre de produire ce précipité théorique que sera la théorie de la descendance modifiée par le moyen de la sélection naturelle. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Écoutez, c'est tout simple. Bon, je me réfère volontiers à ce schéma parce qu'on n'en a pas trouvé de meilleur encore, qui est la page 20 de ce livre. Et c'est un schéma qui est... pas besoin de rétroprojecteur, il suffit de le décrire. Vous avez une partie gauche et une partie droite du schéma. Darwin, en 1838, je viens de vous le dire, lit Malthus et a une sorte d'illumination théorique qui lui permet de construire sa théorie. Mais avant, il a interrogé des éleveurs. Avant, il a fait de l'histoire naturelle. Il sait que les organismes sont variables, notamment. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la partie gauche du schéma ? Il y a deux faits. La variation et la sélection artificielle pratiquée par les éleveurs et les horticulteurs. Que nous apprend la variation des organismes telle qu'on la constate dans la nature ou chez les animaux domestiques ? Eh bien, que les organismes naturels, parce qu'un organisme domestique reste un organisme naturel, sont variables. La variabilité s'induit de la variation effective et observée. Que nous apprend la sélection artificielle pratiquée par les éleveurs ? Comment les éleveurs fabriquent-ils des races, comme on dit ? Eh bien, elle nous apprend que la sélectionnabilité s'inscrit, elle aussi, au titre d'une propriété naturelle des organismes. Variabilité, sélectionnabilité. Mais alors, il y a une hypothèse qui jaillit immédiatement, c'est est-ce que par hasard, cette sélection artificielle, cette sélection que nous voyons active et productrice de transformation chez les organismes soumis à la domestication et à l'action des éleveurs, eh bien, est-ce qu'une sélection analogue n'existerait pas dans la nature ? Est-ce qu'une sélection de variation n'opérerait pas dans la nature ? Bien sûr, rien ne peut fonder pour l'instant cette hypothèse comme dirait l'autre, plus qu'une hypothèse. Il va falloir recourir à la partie droite du schéma et aller chercher Malthus. C'est pour ça que la lecture de Malthus est très importante. Malthus va le rendre sensible à une chose qu'il connaît en tant que naturaliste,
parce que Malthus est allé la chercher aussi dans la nature, il ne l'a pas improvisé, c'est le taux de reproduction des organismes. Malthus s'occupe de l'espèce humaine. Bon. Et il déclare que son taux reproductif est tel, son taux d'accroissement, le nombre des individus s'accroît, dit-il, en raison géométrique, alors que les ressources dont peut disposer une population humaine ne peuvent au mieux s'accroître qu'en raison arithmétique. Par conséquent, il y aura distorsion entre ces deux types de croissance et il y aura ce qui résulte de la surpopulation, c'est-à-dire une véritable lutte interindividuelle, une lutte pour la vie, une lutte pour l'existence, assortie de toutes les conséquences désastreuses de telles situations, la guerre, les épidémies, les massacres, etc. D'où, évidemment, les recommandations éventuelles du pasteur Malthus, c'est-à-dire l'imitation des naissances, surtout dans les classes les plus pauvres, bien sûr, l'imitation par la contrainte morale, et en même temps, Malthus exprime l'idée qu'il est bien que la nature fonctionne ainsi, que la société fonctionne ainsi, un peu sur le modèle de la nature, dans la mesure où cela force les plus démunis, les classes pauvres, celles qui peuvent être facilement tentées par des comportements immoraux, n'est-ce pas? Eh bien, ça les oblige à lutter pour mériter quoi? Pour mériter l'au-delà. Aux yeux du Créateur, la difficulté de leur vie est susceptible d'exalter leur mérite et par conséquent, ils seront sauvés. Eh bien, donc ce grand penseur du libéralisme qui était Malthus était également, je vous le rappelle, pasteur, et vous voyez que les choses vont très très bien ensemble. Nous assistons à des phénomènes tout à fait semblables aujourd'hui. Le recours au modèle malthusien va donc permettre à Darwin de déduire, bien sûr, de la contradiction qu'il y a entre la capacité de surpeuplement de toutes les espèces, de chaque espèce vivante, et le fait qu'il existe néanmoins des équilibres naturels plurispécifiques dans la nature, toujours et partout. Eh bien, de cette opposition, il va déduire qu'il faut nécessairement qu'il y ait un mécanisme éliminatoire qui régule ce système. Une espèce, et il prend l'exemple des éléphants, ne peut pas indéfiniment se reproduire, car si elle s'était reproduite sans entrave, on ne verrait que des éléphants. Il faut donc qu'à l'intérieur de chaque espèce, il y ait un mécanisme régulateur qui ait la forme de l'élimination. Au sein de cette lutte pour l'existence, où les moins aptes sont éliminés et où les plus aptes l'emportent, nécessairement, il va falloir maintenant se demander ce qui détermine la meilleure adaptation. Voilà la question ultime à laquelle Darwin se trouve confronté. On est tous d'accord pour savoir que dans une lutte, ceux qui l'emportent sont les mieux adaptés aux conditions de la lutte, cette lutte ayant lieu dans un milieu donné. Mais qu'est-ce qui détermine la meilleure adaptation? Et c'est là que Darwin va repasser dans la partie gauche du schéma. Qu'est-ce qui, chez un organisme qui se transforme, qui vit dans un milieu, qu'est-ce qui peut donner prise à une sélection, sinon justement le fait qu'il varie et que parmi les variations qu'il présente, il y en a une qui va lui donner un avantage sur ses concurrents. Le seul facteur sur lequel une sélection est prise, c'est la variation. Par conséquent, la théorie est constituée. Ce qui détermine la meilleure adaptation des organismes sera la sélection des variations avantageuses. La théorie est donc constituée en octobre 1838. Darwin a compris tout ce qu'il fallait pour cela, au point que dès 1839, il a rédigé déjà un premier brouillon de sa théorie, brouillon que nous avons retraduit d'ailleurs, ce n'était pas absolument simple, et que nous faisons figurer en annexe chez Slatkin de notre premier volume publié d'ailleurs, qui est celui de la première esquisse de 1842, une esquisse au crayon qu'on a retrouvée à Down sous l'escalier, bien longtemps après la mort de Darwin, pour être plus précis en 1896, à la mort de sa femme. Eh bien, ce premier brouillon arrive en 1839, après les choses vont
lentement s'accélérer, si je puis dire, nous aurons une première rédaction au crayon dont je viens de parler, en 1842, et on appellera plus tard cela sa première esquisse. Empruntant une expression à Darwin pour l'intituler, j'ai choisi donc comme titre « Première esquisse au crayon de ma théorie des espèces », puisque c'est ainsi exactement que Darwin la caractérise dans son journal. Donc j'ai repris ces mots pour intituler l'ouvrage. Donc ça ne paraît pas, bien sûr, ça reste dans les papiers de Darwin bien cachés en 1842, parce que ça ne saurait satisfaire quelqu'un qui est un véritable maniaque de la précision et de l'accumulation des faits. Et 2 ans plus tard, en 1844, il aura mis au point une version étendue de cette première esquisse. C'est le second essai, c'est la seconde esquisse, l'essai de 1844, qui va devenir une sorte de matrice pour l'origine des espèces. Alors là, je suis obligé d'enlever un énorme morceau de ce qu'il faudrait pouvoir vous dire pour vous raconter l'histoire intégrale de l'origine des espèces, depuis le premier brouillon de 1839 jusqu'à la parution de l'ouvrage lui-même, le 24 novembre 1859. Il se passe 20 ans. Darwin a besoin de 20 ans pour écrire cet ouvrage, et s'il n'y avait pas eu la concurrence profilée, là, très précisément, d'un autre jeune naturaliste, plus jeune que lui, qui s'appelait Alfred Russel Wallace, et qui avait trouvé la même chose en passant par la lecture de Malthus également, ce qui est quand même très intéressant. Eh bien, s'il n'y avait pas eu cette concurrence, on peut se demander s'il aurait fini par estimer qu'un jour, son ouvrage sur les espèces était enfin au point. Alors, j'interromprai là. Alors, je renvoie les amateurs de détails de ce genre, ce ne sont pas seulement des détails, c'est très passionnant à suivre, à l'édition qui sortira, je l'espère, au mois de novembre pour l'anniversaire de Darwin, à l'édition Slatkin, l'édition la nôtre, de l'origine des espèces. Il y aura une préface de votre serviteur qui fait à peu près 200 pages. Vous voyez, vous aurez de quoi emporter de la lecture en vacances. Ce que met en place la théorie darwinienne, telle qu'elle s'expose enfin en 1859, à la fin de l'année, dans l'origine des espèces, eh bien c'est donc la mise en place d'un couple très délicat qui est sélection-élimination. Dans le contexte de l'Angleterre de l'époque, ces 2 termes et leur association évoquent évidemment de multiples possibilités d'utilisation non scientifique. Il y aura 2 types d'utilisation de ce couple notionnel, dont on sait que Darwin l'a presque transposé de Malthus vers le champ de l'histoire naturelle, alors que Malthus, lui, le réservait bien sûr aux sociétés humaines. Je signale que Darwin utilise, en scientifique astucieux, un modèle mathématique. Il va l'appliquer aux espèces animales et végétales, mais lorsqu'il s'agira de se demander s'il est applicable aux sociétés humaines, il répondra par la négative, et ça, c'est en toutes lettres, en 1871, dans la filiation de l'homme. Alors, il y a 2 courants, donc, qui vont détourner le discours anthropologique de Darwin qui n'a pas encore été tenu. Darwin ne parlera de l'homme qu'en 1871. Nous sommes en 1859. Il va passer plus de 11 ans à se taire. C'est ce que j'ai nommé la période de silence anthropologique de Darwin. Et ce silence va être peuplé par les voix de quelques ventriloques qui vont parler à partir de sa théorie, qui vont parler à sa manière et qui vont malheureusement essayer de parler en son nom. Le premier, c'est Herbert Spencer. C'est un philosophe qui est en même temps ingénieur. Il est anglais, bien sûr, et c'est le pur produit de l'Angleterre industrielle. Il est un théoricien du libéralisme intégral, je devrais dire intégriste. Il va refuser toute aide aux déshérités, enfin dans le principe, puisqu'il n'avait pas de pouvoir de légiférer en cette matière, mais il va défendre l'idée
que les plus aptes dans une société n'ont pas à faire les frais d'une bienveillance qui viendrait à leur détriment favoriser des gens qui ont fait la preuve de leur infériorité dans la compétition sociale. Autrement dit, ils considèrent la société comme exactement comme la nature. Darwin ayant impliqué dans l'origine des espèces, je dis bien impliqué seulement, que l'homme se rattache à la série animale, eh bien, la société humaine sera comme les sociétés animales, où l'individu humain sera traité exactement dans le cadre de la société comme un individu animal est traité dans le cadre naturel. Il sera soumis aux mêmes lois, il sera donc soumis à la sélection naturelle. Le darwinisme social de Spencer, puisque c'est lui qui en est le fondateur effectif, eh bien ce darwinisme social, très malheureusement nommé ainsi en 1880 par un théoricien anarchiste français qui s'appelle Émile Gautier, eh bien en 1880 naît ce terme, mais la doctrine commence à naître très peu de temps après la publication de l'origine des espèces. Et c'est tout simplement ce qu'attendait un libéralisme intégriste de type spencerien pour annexer, n'est-ce pas, une sorte d'ancrage naturalisant dans la pensée justement d'un grand naturaliste. Autrement dit, le darwinisme social, on va le résumer très simplement en disant que c'est l'application du principe de la sélection naturelle à la société. Le deuxième grand dévoiement qui arrive à cette époque, c'est celui de Galton, et c'est l'eugénisme. C'est une logique, au départ, tout à fait différente. Galton explique en effet que la sélection naturelle a depuis longtemps cessé de jouer dans la société le rôle améliorateur qu'elle joue dans la nature. La civilisation protège les malades, les infirmes, permet de se reproduire à des gens qui sont éventuellement dangereux du point de vue de leur hérédité, et nous met ainsi dans une sorte de péril de dégénérescence, et ce thème de la dégénérescence a lui-même toute une histoire, puisqu'il renvoie, je dirais, à la psychiatrie héréditariste française de la première moitié du XIXe siècle, avec des gens comme Morel, Magnan, et plusieurs autres qui ont été véritablement ceux qui ont imposé cet étrange concept. Prosper Lucas, ces théoriciens de la dégénérescence ont joué apparemment un rôle assez influent en Angleterre, et Galton ramasse tout cela. Et il explique que la sélection naturelle ne jouant plus son rôle, il va falloir la remplacer par une sélection artificielle appliquée au groupe humain. Et c'est ainsi que naît effectivement la doctrine eugéniste qui, elle, est interventionniste. Elle ne se contente pas du laisser-faire du darwinisme social spencerien, elle propose des interventions, et toute une gamme d'interventions qui sont soit simplement législatives, des régulations du mariage, des réglementations du mariage, etc., jusqu'à, bien évidemment, tout ce qu'on a connu de plus horrible en approchant du milieu du XXe siècle. Il faut savoir que les États-Unis sont la première nation au monde à avoir utilisé des mesures d'eugénique. Certains disent négatives, évidemment, mais l'eugénique est toujours négative. C'est ce que certains théoriciens n'ont pas encore compris. Référence à la sélection artificielle ne peut être qu'au détriment des gens qui ne sont pas sélectionnés. Et donc, les États-Unis ont été les premiers au monde à prendre des mesures d'eugénique négatives par rapport à certains individus. Et ils ont été suivis par certains pays d'Europe du Nord et bien sûr par l'Allemagne nazie, avec lesquels d'ailleurs ils avaient des relations institutionnelles. Certains laboratoires d'idées du nazisme dans le domaine de la psychiatrie notamment le laboratoire d'Ernst Rudin étant subventionné lorsqu'il était en difficulté par la fondation Rockefeller. Toutes ces choses ne sont pas, je dirais, de notoriété publique, bien, mais les historiens le savent, bien entendu. Alors, cette dérive eugéniste, eh bien, il reste à savoir en quoi, justement, elle peut être confondue avec un darwinisme social qui présentait, au départ, dans sa constitution, une logique absolument différente. Bien tout simplement parce que, d'une part, historiquement, ils ont été très intriqués l'un avec l'autre, et qu'ils avaient un dénominateur commun
qui les unifiait relativement, c'était le thème de l'élimination nécessaire des moins aptes. Et là, bien sûr, on va voir dans le même personnage coïncider les deux logiques chez quelqu'un, par exemple, comme Ernst Haeckel en Allemagne, qui était bien entendu un immense zoologiste, notamment un grand zoologiste marin, un grand défenseur du transformisme, un grand adversaire du pape aussi, bref. Mais en même temps, le fondateur du Sozialdarwinismus allemand est l'un aussi des approbateurs principaux des mesures d'eugénique négative, ce qu'on appelait à l'époque la sélection spartiate, qui deviendra d'ailleurs un thème du nazisme et du mouvement des Hitlerjugend, de la Hitlerjugend. Donc tout cela présente évidemment un certain nombre de connexions historiques qui, de loin en loin ou de proche en proche, pourraient éventuellement concerner le malheureux fondateur de la théorie de l'affiliation, celui qui nous permet aujourd'hui de savoir que nous sommes apparentés à des espèces animales et que nous avons un ancêtre commun avec les grands singes. Bon. Alors qu'en pensait Darwin de tout cela ? Eh bien, en 1871, après 11 ans de prudence et un peu plus, 11 ans d'une prudence stratégique, et aussi parce qu'il travaillait lentement, il va publier ce livre magistral qui s'intitule La filiation de l'homme, The Descent of Man. Attention, ne plus traduire par la descendance de l'homme. La descendance de l'homme, c'est sa postérité, et le descent anglais, c'est le fait de descendre d'eux ou d'être descendu d'eux. C'est donc la phylogénie, l'ascendance, et donc la vraie traduction. Celle que j'ai donnée en 1999 à cet ouvrage, en français, c'est la filiation de l'homme, parce qu'établir la filiation de l'homme, c'est établir précisément son ascendance. Qu'explique-t-il dans la filiation de l'homme ? Dans les chapitres 3, 4, 5 et 21, qui est le chapitre conclusif, il produit une véritable théorie de la civilisation et de l'émergence évolutive de la morale. Et cela, c'est quelque chose de risqué dans l'univers philosophique empreint de christianisme qui était le sien. Il explique que la sélection naturelle ne sélectionne pas seulement des variations organiques avantageuses, mais aussi des instincts. Et que au cours de l'évolution humaine, une catégorie d'instincts, une catégorie particulière a été sélectionnée. Cette catégorie, c'est celle des instincts sociaux. Ces instincts sociaux qui sont, encore une fois, pas une improvisation humaine, mais qui résultent et qui sont issus eux-mêmes d'un héritage phylogénétique que nous partageons avec les animaux supérieurs. Et c'est pourquoi, dans la filiation de l'homme, son premier propos est évidemment de rattacher l'homme à la série animale, expressément. Et c'est l'enjeu majeur que l'on va voir brandi par tous ces partisans qui le poussaient depuis des années à passer à la publication de ce livre. Ce qui fait qu'on va applaudir la publication du livre, mais personne ne le lira parce que chacun est persuadé d'en connaître le contenu. Application de la théorie sélective à l'humanité et aux sociétés humaines. Eh bien non. Darwin explique donc que la sélection des instincts sociaux chez l'homme, s'accompagnant de l'évolution conjointe des capacités rationnelles, produit quelque chose qu'on nomme la civilisation et qui se caractérise au contraire par la protection des faibles, par l'extension indéfinie du sentiment de sympathie, par la mise en œuvre à l'endroit des malades, des infirmes et des déshérités de toutes sortes de procédures d'assistance et d'aide à leur égard. La civilisation travaille à protéger ceux que la sélection naturelle aurait éliminés. Ce renversement extraordinaire est simplement la poursuite de la sélection dans le domaine des instincts sociaux. La sélection naturelle par la voie des instincts sociaux sélectionne la civilisation qui s'oppose à la sélection naturelle, qui s'oppose à cette sélection naturelle dans sa version archaïque qui était la version éliminatoire. De cette façon s'explique l'origine de la morale, qui de ce fait apparaît comme un fait d'évolution au même titre que d'autres et n'a plus donc à être référée à une origine transcendante. La véritable laïcisation du discours sur l'homme n'est pas opérée par Spencer au niveau de la morale, il est opéré par Darwin.
ce que je viens de dire, je l'ai tout simplement nommé en 1980, puis en 1983 dans un gros livre intitulé La pensée hiérarchique et l'évolution, je l'ai nommé l'effet réversif de l'évolution. Et c'est à cet effet réversif de l'évolution que j'ai appliqué pour l'illustrer cette fameuse métaphore de la bande de Möbius, vous voyez comme la boucle se boucle élégamment, et que je vous ai montré en commençant cette conférence. Chez Darwin, la nature pourrait être représentée de cette manière. Une boucle réversive, impliquant donc un continuisme parfait qui est inhérent à tout transformisme. Le transformisme est une doctrine qu'on va dire généalogique, on dit aujourd'hui phylogénétique, pour un certain nombre de raisons. On disait à l'époque, et Darwin disait généalogique. Eh bien, imaginons qu'il y ait une rupture dans ma généalogie. Je ne serai pas là, évidemment, pour parler avec vous ce soir. Autrement dit, chaque être vivant actuel est la preuve indéniable que la vie ne s'est jamais interrompue en amont de lui. Et que cette vie a pris un certain nombre de formes. Et qu'il y a eu un stade aussi de l'évolution humaine où la morale n'existait pas, ou existait si peu qu'elle n'avait pas encore de manifestation véritablement identifiable. Ce n'est pas entre l'animal et l'homme que Darwin marque la différenciation essentielle. C'est entre le barbare et le civilisé. Alors bien sûr, ça peut prêter à des interprétations parfois délicates. Et beaucoup des gens de la génération de 1968 et après sont habitués à regarder ça d'un œil un peu sévère, un peu sourcilleux. Est-ce que ça n'irait pas dans le sens d'une sorte de racisme, finalement? Les peuples, les races ne sont pas égales entre elles. Il y en a qui sont considérées comme étant demeurées à un stade de civilisation inférieur, si l'on prend comme échelle de la civilisation celle que proposent les évolutionnistes. Oui, mais dans la rencontre des cultures, dans la lutte généralisée pour l'existence, dont font partie les luttes coloniales, dont font partie les conquêtes et les guerres de l'époque moderne. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à cet horizon de civilisation dont Darwin ne nous montre que le mouvement, et qui lui paraît peut-être un peu incarné par l'Angleterre victorienne, il est vrai. Mais dans ce mouvement-là, nous avons devant nous un horizon fantastique et nous avons très peu d'accomplissements. La civilisation est jeune et c'est pourquoi Darwin reconnaît dans les comportements des civilisés des actes de barbarie qui sont une sorte de retour à l'animalité. Le concept de reversion, c'est en anglais retour, retour atavique. Lorsqu'il va, parce qu'il est un grand défenseur de l'abolition de l'esclavage, lorsqu'il va s'en prendre aux sauvages policés d'Angleterre, je cite sa phrase, eh bien il va pointer du doigt l'idée que ceux qui se réclament de la civilisation donnent eux-mêmes dans leur comportement l'exemple de ce que n'est pas la civilisation. Lorsqu'il va traiter de barbares et de sauvages ses propres compatriotes à cause de leurs exactions coloniales et du fait qu'ils pratiquent encore ou ne cessent de défendre encore l'esclavage, eh bien il va se conduire, il va se montrer en parfait accord avec cet horizon évolutif qu'il fixe à la civilisation et qu'il approuve en même temps. Il y a deux actes. D'abord, montrer quelles sont les bases évolutives du mouvement civilisationnel, montrer ses mécanismes, la sélection des instincts sociaux et des capacités rationnelles, et d'autre part, il y a adhérer à ce qui devient effectivement une valeur. Eh bien, Darwin, c'est celui qui nous apprend à la fois que, effectivement, tous les hommes ne sont pas égaux entre eux, puisque dans notre histoire, il y a ceux qui ont triomphé et ceux qui ont été vaincus. Et ce qu'il voudra toujours, c'est donner aux vaincus les armes du vainqueur. Et lorsqu'il va parler des Fuégiens, lorsqu'il va les voir hurlant sur la plage, vêtus de haillons, il va dire, mais telle était l'humanité primitive, certes,
Mais ceux qu'il ramène sur le Beagle, les 3 fameux Fuégiens qui ont été acculturés à la cour d'Angleterre et puis sur le navire pendant les 2 voyages, eh bien ceux-là, il dira qu'ils étaient devenus quasiment de parfaits gentlemen, absolument semblables à nous dans leur réaction psychologique et sur le versant affectif et intellectuel. Ce qui est quand même extraordinaire pour quelqu'un que l'on qualifie qu'on a taxé de raciste pendant des décennies, alors qu'on ne savait pas qu'il était personnellement engagé contre le racisme dans une société anglaise qui s'appelait l'Ethnological Society et qui s'opposait à la désinformation pratiquée par une scission d'elle-même, l'Anthropological Society soumise à l'autorité d'un certain James Hunt, qui organisait des banquettes cannibales, où on se peignait le visage en noir, les lèvres en rouge, et où on mimait ce que l'on pensait être les épouvantables manières de table des sauvages d'Afrique. Eh bien, Darwin et ses amis ont toujours lutté contre ça, et se sont déclarés scandalisés par un tel usage de la réflexion sur l'homme. Ce qui naît dans la filiation de l'homme, et ce qui n'a jamais été aperçu, ce n'est pas seulement cette chose dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais dont je parlerai sans doute en répondant à vos questions, la théorie de la sélection sexuelle, ce complémentaire remarquable de la théorie de la sélection naturelle, mais c'est aussi la possibilité d'une théorie matérialiste et scientifique des bases de la morale, je dis bien des bases de la morale. Et c'est aussi l'assurance que ce fameux effet réversif de l'évolution que j'ai essayé de décrire et de métaphoriser par cette boucle de Möbius, eh bien que cet effet réversif de l'évolution a pour fonction non pas de nous mettre, de nous transporter, comme on pourrait le croire, de la nature vers la culture en installant entre les deux une césure, comme l'ont fait tous les métaphysiciens, même matérialistes. Eh bien, ça a pour fonction de nous faire comprendre que nous passons effectivement de l'un à l'autre, non pas par une opération strictement continue, non pas par un saut, que l'on nommera, si on le veut, qualitatif, mais par une continuité réversive qu'il va falloir aujourd'hui nous apprendre à penser comme étant la véritable solution dialectique du problème des rapports entre culture et civilisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick Thor. C'est le moment, pas redouté du tout, au contraire, attendu également, des questions. Des questions concernant Darwin, concernant sa doctrine, concernant surtout les contresens dont on vient d'entendre parler pour Patrick Thor. Allez-y, manifestez-vous, vous levez la main et vous avez un petit bouton rouge devant vous. Il y a une personne là-bas. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous féliciter pour votre exposé qui est vraiment remarquable. J'ai beaucoup apprécié l'humanisme à la fin, dont on manque. On manque beaucoup d'humanisme à notre époque. Mais en même temps, il y a une angoisse métaphysique, existentielle, qui correspond à une projection qu'on pourrait faire vers l'avenir. Et si je voudrais vous poser une question sur ce point de vue-là. Vous avez en fait montré que les valeurs morales émergent tout naturellement de l'immanence, en quelque sorte. L'altruisme est une valeur qui déjà apparaît chez les animaux et que nous avons développée, propagée, et donc c'est une vraie valeur immanente au monde, et ça c'est une chose extrêmement importante de le rappeler et d'en faire fructifier le monde. Et la question en revanche qui se pose, est-ce que c'est suffisant pour fonder les valeurs morales? Et je pense à une phrase de Nietzsche à la fin justement de la généalogie de la morale, si mes souvenirs sont exacts, qui dit que l'origine des valeurs ne dit rien sur la valeur des valeurs. Est-ce que vous pourriez commenter sur ce point de vue-là? Absolument. Alors là, écoutez, c'est très simple. Il faut absolument que vous lisiez les 30 dernières pages de ce livre. C'est très exactement à cette question que je réponds.
c'est un peu délicat pour moi de vous en parler maintenant, parce que c'est un problème complexe. Et la question que vous me posez, la question m'a été posée par un philosophe, quelqu'un que j'estime infiniment et avec qui je dialogue j'ai été un peu celui qui l'a introduit aux études darwiniennes, et depuis, il a bien avancé. Il s'agit d'Yvon Quignoux. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est précisément la manière dont on peut parler de matérialisme en morale. Alors il a employé évidemment les mêmes mots que vous. Qu'est-ce qui fonde la valeur? Que moi, effectivement, avec Darwin, je parle de sa naissance, de son émergence, de sa généalogie. Nietzsche dit, qui n'a rien compris à Darwin, parle effectivement aussi de fonder les valeurs. Quignoux, commentateur de Nietzsche, parle de fonder les valeurs. Et moi, je réponds, la question des fondements, telle que l'articulent les philosophes, est encore une question métaphysique. Et donc, c'est cette métaphysique résiduelle qui stagne dans la philosophie que je vais essayer, à mesure que nous allons progresser dans ce dialogue, de dissoudre un petit peu. Ce dialogue avec les philosophes n'est pas terminé. Hein. Mon livre propose justement cette discussion en la provoquant, d'une certaine manière. Alors, pour donner quelques pistes simplement. Bien sûr, le vécu de la valeur en nous suggère que notre action morale ne se limite pas à exprimer notre nature évoluée. Bien sûr, bien sûr. Justement, elle n'est pas contradictoire non plus avec elle. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons le sentiment de la sublimité de la valeur, nous ne nous posons pas la question de l'origine en nous de l'impression de sublimité. Or justement, c'est un grand siècle de fécond en matérialisme, le XVIIIe siècle français, et non pas seulement lui, mais allemand également, qui a posé, mais je préfère me référer au XVIIIe siècle français, qui a posé la question de la nature du sublime. C'est des gens comme Diderot notamment. Et Diderot était matérialiste dans la dernière période de sa maturité. Nous avons toutes les armes théoriques pour penser en termes d'immanence non seulement l'existence de la morale comme fait d'évolution, mais la genèse en nous du sentiment du sublime et de la sublimité particulière attachée à la valeur morale. Parce que nous avons dans le freudisme une théorie de la sublimation. Il serait intéressant d'essayer de conjuguer à la lumière de ce que j'explique dans ce livre et de ce que nous apprend Darwin, de conjuguer une perspective évolutive telle que celle de Darwin, mais développée avec des armes qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment les armes éthologiques, beaucoup plus développées que celles dont disposait Darwin, qui était déjà quand même très érudit sur la question des grands singes, et Darwin ou Romance. Eh bien, avec ces armes-là, aujourd'hui, nous pouvons aller très loin dans la constitution de cette, à la fois de cette généalogie immanente de la morale, et sur le plan de l'explication de notre vécu de la valeur. Alors, je ne réduis pas ça à une problématique uniquement psychologique, bien entendu, mais c'est une composante majeure dans la mesure où cela va évidemment permettre tous les grands accords sur lesquels sont fondés les contrats de société. Hein. Est-ce que précisément, au niveau social, l'intégration de la valeur n'est pas l'introjection du collectif comme extériorité, comme transcendance? D'autres questions? Oui, je vous en prie. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Il m'est revenu à l'esprit un chapitre du livre qui traite du principe de Peter, et dans lequel il y a justement, ce chapitre est consacré au darwinisme, et il est assez pessimiste puisqu'il prévoit, éventuellement, il envisage que l'évolution de l'humanité puisse être également empreinte de ce principe de Peter qui dirait que on atteindra inévitablement notre niveau d'incompétence, y compris incompétence à exister. Oui, sans revenir sur la profonde scientificité de ce principe, on dira que ce qu'explique Darwin, c'est d'abord qu'il y a entre les instincts individuels et le développement de l'intelligence une marche inverse.
je peux vous assurer que dans l'origine, Darwin ne distingue pas l'instinct et l'intelligence profondément. Il y a une intrication des deux et une désintrication évolutive. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est nous, dans notre langage évolué, avec notre pensée évoluée, s'appuyant sur, évidemment, d'une grande ressource de distinction théorique et conceptuelle, eh bien, c'est nous qui allons, bien sûr, à mesure que cette désintrication, ce dénouement a lieu, savoir désigner ce qui ressortit à l'instinct et ce qui ressortit à l'intelligence. Cela étant dit, comme l'évolution humaine, dont l'horizon est éthique pour Darwin, je le rappelle, et fait usage à cette fin de l'outil rationnel, eh bien, il y a un risque lié à la prédominance de l'intelligence qui serait le risque que tout animal courrait s'il était à notre place. Il n'est plus guidé par la sécurité de l'instinct, mais par l'intelligence qui comporte éminemment le risque de l'erreur. Et précisément, il y a dans les choix rationnels de l'humanité une multiplication des chances d'erreur qui font que nous assistons aujourd'hui, bien sûr, étant donné la division du travail intellectuel, à une formidable multiplication des erreurs, des erreurs et des conflits globaux nés de la non-communication entre des disciplines, entre des régions du savoir, entre des rationalités sectorielles. Alors ça, c'est un des grands problèmes. Darwin aurait pu nous aider à l'anticiper parce qu'il était lui-même celui que je considère comme le véritable fondateur de l'écologie au sens moderne du terme, et que justement l'écologie se caractérise par une multidisciplinarité qui suscite en permanence, ou devrait susciter, l'ouverture de la porte d'à côté. Être écologiste, ce n'est pas manger des carottes, c'est aller voir ce qui se passe dans toutes les régions de la connaissance qui concernent la globalité, et devenir un véritable théoricien des interactions. Darwin était on ne peut pas concevoir la théorie de la sélection naturelle telle qu'il l'a illustrée dans son œuvre autrement que comme la plus grande théorie qui ait jamais été des interactions. Alors, ça nous amène à penser que cette rationalité écologique, qui a été si superbement ratée parce qu'elle était trop englobante et qu'elle pouvait édicter des conclusions valables pour les rationalités sectorielles qui, par hasard ou par accident, la contrediraient, eh bien, cette rationalité-là, elle a été étouffée dès qu'elle est apparue à un niveau un peu politique au tout début des années 1970, au moment du rapport Mansholt, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs curieusement d'évoquer tout à l'heure dans une conversation privée. Eh bien oui, c'est à ce moment-là qu'on a raté beaucoup d'occasions d'être plus intelligent et plus efficace. Donc je ne sais pas si j'ai absolument répondu à votre question. Je peux répondre aussi bien sûr sur les risques et sur la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la population humaine, qui ne forme pas un tout homogène, comme on sait, et la situation climatique, la situation des ressources, etc. Mais tout le monde sait cela aujourd'hui. C'est ça qui est très intéressant. C'est que tout le monde a une information là-dessus et que la dominante de cette information est catastrophiste. Et elle l'est à juste titre. On a raison d'être pessimiste. Mais bien entendu, les solutions ne seront pas celles qui conviendront, puisque la culture dominante étant américaine et qu'elle a justement répandu partout le dogme de l'individualisme triomphant, elle entre en contradiction structurelle et profonde avec une idée qu'elle rejette et qui est pourtant la seule qui peut sauver la globalité, c'est l'idée d'une planification planétaire. Et donc là, nous sommes dans un conflit entre une culture dominante ou une non-culture dominante, appelons ça comme on veut, et la réalité. Les conclusions ne sont pas optimistes. Vous avez évoqué la sexualité. La théorie de la sélection sexuelle. La théorie des sélections sexuelles. Vous pouvez nous en dire 2 mots rapides avant d'autres questions? 2 mots rapides. Ça va être dur pour l'histoire de la sexualité. Alors, en 3 mots, oui. En 1871, dans ce grand ouvrage dont je ne cesse de parler, La filiation de l'homme, eh bien, Darwin va développer une seconde théorie, la théorie de la sélection sexuelle. Alors, de quoi s'agit-il?
Eh bien, il s'agit d'étudier une forme de lutte qui est une lutte, en fait, pour la reproduction. C'est très généralement la lutte à laquelle se livrent des mâles concurrents pour conquérir là où les femelles. Alors les exemples sont nombreux et sont particulièrement intéressants lorsqu'il s'agit de grands mammifères comme les cerfs, dont tout le monde a écouté le brame au fond des bois à une certaine époque de l'automne. Et puis c'est très intéressant aussi pour tous ceux qui ont pu observer des parades nuptiales de certains oiseaux, hein, les grands coqs de bruyère, les oiseaux de paradis. Et à travers ces quelques exemples, on va pouvoir comprendre que ce qu'explique Darwin, c'est bien entendu qu'il y a une rivalité entre les mâles pour la conquête des femelles et qu'il y a un mécanisme corrélatif, hein, qui est celui du choix exercé par la femelle du plus beau mâle et du plus vigoureux, qui donc présente les signes extérieurs de sa force, de sa vigueur et de sa santé. Le cerf qui aura les bois les plus développés, les plus admirables, sera de toute évidence celui qui pourra le mieux conquérir les femelles, mais ça passera quand même par un affrontement. Cet affrontement, ces combats de mâles, donc, permettent de décider lequel va l'emporter et qui va pouvoir profiter, évidemment, des femelles. L'autre ne sera pas pour cela forcément mis à mort, mais il s'en ira et il sera temporairement écarté de la reproduction. Alors, il faut savoir aussi que les bois des cerfs sont des ornements temporaires, qu'à la fin de la saison des amours, ils vont tomber. De même que le plumage somptueux de l'oiseau de paradis, il est saisonnier simplement. Il apparaît juste avant la saison des amours, dans la période de parade nuptiale. On appelle ça une parure de noces, et il va perdre ce plumage également après. Ce qui est intéressant dans tout ce que décrit Darwin, ce n'est pas seulement de comprendre qu'il y a là une sélection supplémentaire qui met en œuvre une relation, cette fois entre plusieurs individus, concurrents dans ce que j'appellerais un choix d'objets. En fait, si l'on veut comprendre véritablement comment s'articule l'altruisme dans l'histoire animale, il faut d'abord penser qu'il est très probablement lié à la sexualité. Le choix du partenaire sexuel et reproductif, c'est le premier mouvement vers l'autre. Et il y en aura d'autres ensuite. Il y a une autre étape aussi qui est le soin apporté à la progéniture, c'est-à-dire cette protection de la faiblesse, cette forme nucléaire de la protection des faibles. Et là, ce sont les femelles qui ont le rôle généralement dominant. Et c'est pourquoi aussi Darwin fait des femmes l'horizon de la civilisation. Parce qu'on l'a accusé de sexisme aussi. Hein. Eh bien, lisez l'article femme du dictionnaire du darwinisme et vous trouverez des textes où Darwin explique que la femme est l'avenir de l'homme. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement de voir comment s'articule à travers tout cela le nouveau rapport à l'autre que j'essaierai de définir comme prémoral. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans chaque affrontement, le mâle s'expose et expose des attributs qui sont des attributs d'origine biologique, qui ne fonctionnent pas essentiellement dans le canal de la fonction qui leur paraît attribuée par leur hyperdéveloppement. Par exemple, on peut penser qu'avoir plus de plumes, ça sert à mieux voler. Eh bien, pas du tout, ça empêche de voler. On peut penser que des bois extrêmement développés dans toutes les directions permettent d'avoir le succès assuré dans les combats et de dominer infiniment mieux l'adversaire. Eh bien, on s'est rendu compte que les bois très développés chez un cerf allaient dans le sens exactement opposé, parce que en cas de fuite devant tel ou tel prédateur ou devant un chasseur, etc., et dans les forêts, dans les zones de forêt basses ou denses, c'est un handicap mortel. On a trouvé des squelettes de deux cerfs
morts l'un et l'autre au combat parce qu'ils n'ont pas pu se désintriquer, tant la complexité de leur ramure était grande. Bien. Il y a donc dans chaque ornementation occasionnelle et liée à la situation de conquête amoureuse ou sexuelle, il y a un risque de mort. À chaque fois, on risque, comme l'oiseau de paradis, d'y laisser des plumes. À chaque fois est mise en évidence l'ébauche d'une conduite autosacrificielle. Et alors là, avec un génie qu'il ne maîtrise peut-être pas tout à fait, Darwin, à un autre endroit, va dire que le sacrifice de soi, c'est l'horizon ultime de la moralité chez un individu, et il va citer Kant. Autrement dit, quand on connaît le fonctionnement de la pensée de Darwin, on en induit tout naturellement que les primordiats du comportement moral ultime est fixé à ce titre par la morale kantienne, le sacrifice de soi pour autrui et pour la cause générale, eh bien, le primordium de ce comportement se trouve dans l'exposition de soi et le risque de mort qui s'ensuit, exposition de soi pratiquée donc par le mal dans la rivalité amoureuse. Donc nous sommes là aux frontières de l'altruisme, nous sommes là aux frontières de la morale, il ne reste plus à l'évolution qu'à produire tous les raffinements pour continuer de nous expliquer qu'entre les animaux, les facultés des animaux et les nôtres, il n'y a, comme le disait Darwin, qu'une différence de degré et non pas de nature. Des questions? Oui, monsieur, bonsoir. Je voudrais évoquer ce que vous avez raconté sur le voyage du jeune Darwin et de ses efforts d'émancipation par rapport à ses convictions religieuses, du moins celles ce qui avait conditionné son esprit, et dont il a fallu qu'il se libère pour se soumettre aux découvertes qu'il faisait. Absolument. Compte les observations qu'il avait devant les yeux. Et je voulais peut-être que vous insistiez sur la nécessité de cette liberté du chercheur, la liberté économique comme intellectuelle. Il y a eu effectivement cet affranchissement de la part de Darwin. Alors ça requiert évidemment un certain nombre d'explications. Darwin, lorsqu'il monte sur le Beagle, est un croyant. Bon, il cessera de l'être, que ce soit bien clair, il est faux de dire que Darwin était croyant. Darwin, le Darwin de l'âge mûr, le Darwin de l'œuvre, il est athée. Il n'est même pas agnostique. Je reviendrai là-dessus. Mais les choses se passent de la façon suivante. Lorsqu'il monte sur le Beagle, il a des croyances relativement orthodoxes. Il le dira lui-même dans son autobiographie. Il fait rire les officiers de l'équipage en citant la Bible pour toutes sortes d'occasions. Il sort de ses études de théologie. Il a prêté serment, en entrant à Cambridge, sur les 39 articles de la confession de foi anglicane. Mais de quelle manière? D'abord, parce qu'il fallait le faire pour entreprendre ce cycle d'études, mais aussi parce qu'il avait terriblement envie d'arriver à cette situation que lui avait représentée son père comme une situation relativement confortable lui permettant de se livrer à sa passion naturaliste. Bien. Cependant, lorsqu'il prête serment sur ces 39 articles, venant d'une sous-confession qui est l'unitarisme, c'est-à-dire cette fraction dissidente ou légèrement dissidente interne de l'Église anglicane, qui rejette le Dieu unique en 3 personnes, qui rejette le dogme de la Trinité, eh bien lorsqu'il prête serment sur les 39 articles, il ne peut, en toute rigueur, prêter serment que sur 38, dans le meilleur des cas, parce que le premier, il ne l'accepte pas en tant qu'unitarien. Ce qui veut dire qu'il rejette déjà le premier article de la confession de foi anglicane, la foi en la Trinité. Alors, il aborde donc cette problématique, ce qui va devenir une problématique pour lui, il l'aborde d'une manière assez favorable.
étant donné par ailleurs que celui qu'il admire le plus en science à ce moment-là s'appelle Charles Lyell, et que Lyell est aussi un unitarien, ce qui lui permet une sorte de liberté de contestation à l'intérieur de la croyance, d'installer quand même une zone de dissidence qui lui permet de s'inscrire contre le dogme de la Genèse lorsqu'il produit sa nouvelle géologie. Donc un petit espace de liberté grâce à l'unitarisme. Ensuite, il va avoir les doutes dont j'ai parlé en Amérique du Sud, qui vont être confirmés ô combien aux Galapagos. Aux Galapagos, par exemple, il va s'amuser avec les iguanes. Je n'ai pas parlé des iguanes, c'est une erreur. Il faut toujours parler des iguanes. L'iguane marin, l'iguane terrestre, ils se ressemblent terriblement. C'est comme les nandous du continent sud-américain. Ils se ressemblent terriblement. Mais alors, en même temps, on voit toujours l'iguane marin revenir au rivage et fuir cette mer où pourtant il se nourrit. Il va chercher sa nourriture, qui est composée par une sorte de laitue de mer, une certaine profondeur moyenne, pas très très loin du rivage. Il revient très vite se blottir sur les rochers. Chaque fois que Darwin en a lancé un dans l'eau pour vérifier le phénomène, il a vu l'iguane revenir invariablement vers lui. Chaque fois qu'il en a poursuivi un, il l'a vu, au lieu de sauter à l'eau, ce qui lui était facile, se laisser capturer plutôt. Alors il se dit bien évidemment, mais enfin qu'est-ce que c'est que cet animal qui a un autre animal terrestre qui lui ressemble à quelques petites différences près, pas de mur interdigital légère chez l'iguane marin, une autre forme de la queue, mais c'est le même animal. Il y a donc une probable origine terrestre qui expliquerait ce tropisme de retour vers la Terre, ou alors il faudrait imaginer que le Créateur se moque un peu du monde lorsqu'il crée un animal aquatique qui a horreur de l'eau. Eh bien, tout ça, ça va définir une nouvelle position critique de Darwin par rapport à la religion. Et la religion qui est devant lui, c'est même pas le dogme anglican massif, c'est la théologie naturelle qu'il a apprise à Cambridge en lisant les livres de Paley. Que dit la théologie naturelle? Le monde est une merveilleuse harmonie. La structure des êtres vivants est tellement fine et harmonieuse et tellement adaptée à ses fonctions qu'elle ne peut que suggérer l'existence d'un créateur transcendant et lui-même souverainement intelligent qui aurait décidé de l'ensemble des relations et des harmonies du vivant, précisément. De même qu'une montre prouve l'existence d'un horloger, l'existence d'un bivalve prouve l'existence de son créateur. Bien. D'un bivalvier, comme vous le dites très bien. Et oui. Et alors donc, dans ce type de raisonnement analogique, bien sûr, on fait passer absolument tout et n'importe quoi. Et ça marche, ça marche. C'est ce qu'on apprend aux enfants dans les écoles, c'est ce qu'on enseigne à l'université à ceux qui veulent précisément devenir des ministres du culte anglican. Donc c'est la théologie naturelle qui façonne les esprits. Et c'est avec elle que Darwin va dialoguer. C'est avec elle, parce que dans sa théorie à lui qui a tant étudié justement l'ingéniosité avec laquelle Paley démontre, à propos de chaque exemple, qu'il ne peut se concevoir d'articulation fine au niveau naturel sans que l'on doive absolument en référer à une intelligence créatrice, eh bien Darwin va produire une théorie à l'intérieur de laquelle il deviendra évident que toute cette perfection du monde n'existe pas. Pour Darwin, la nature est imparfaite. Elle est imparfaite, pourquoi? Comment expliquer en termes de perfection transcendante un coléoptère dont les élytres sont soudés, recouvrant ainsi une paire d'ailes qui ne seront jamais fonctionnelles? Comment expliquer les organes rudimentaires qui sont inutiles aux organismes et qui sont parfois nocifs? Comment justifier l'existence de l'appendice du sécum, par exemple, qui n'est jamais pour beaucoup d'individus que l'occasion de désagréments? Comment penser que des organes absolument non fonctionnels, que l'on nommera des organes vestigiaux, dans la théorie darwinienne, bien sûr, dans une théorie transformiste, comment penser que des organes totalement inutiles ont pu être voulus par un créateur souverainement intelligent? Donc, tout ce système d'argumentation va arriver, évidemment, dans l'origine des espèces, mais bien avant, et s'opposer à ce qu'il est convenu de croire dans l'univers de l'Église anglicane, mais plus généralement à l'intérieur du christianisme. Toute
création naturelle est pour la théologie naturelle nécessairement parfaite parce qu'elle est l'œuvre de Dieu. L'homme a déchu, bien sûr. Et on peut dire que l'homme est imparfait, il est imparfait par sa faute, mais les animaux et les plantes n'ont pas déchu, elles n'ont pas vécu la chute. Par conséquent, la nature n'est pas responsable du péché originel et elle est restée, elle, conforme au désir du Créateur. Par conséquent, il suffit de mettre en évidence une imperfection au sein de cette création pour que tout l'édifice s'effondre. Et Darwin, c'est celui qui va expliquer que si la nature était parfaite, et singulièrement si les espèces étaient parfaites, il n'y aurait pas d'évolution, bien sûr. Que la nature, c'est au contraire une imperfection qui sans cesse est en quête d'une meilleure adaptation, d'un meilleur ajustement aux conditions du milieu qui peut lui-même changer. Autrement dit, l'évolution darwinienne, c'est une réflexion permanente d'équilibre mobile qui implique qu'aucune structure ne soit effectivement parfaitement et harmonieusement adaptée. L'adaptation est toujours en train de se perfectionner. Donc, s'il y a une grande opposition précisément entre Darwin et la pensée chrétienne, eh bien c'est tout simplement au niveau de chaque ligne des ouvrages naturalistes de Darwin qu'il faut la chercher. Ce ne sont pas dans des déclarations publiques, prudentes de Darwin, disant dans le meilleur des cas qu'il se déclare agnostique. Eh bien, ce n'est pas là qu'il faut le chercher, parce que Darwin ne dit jamais la vérité. Il ne peut pas dire qu'il croit, parce que c'est quelqu'un de sincère. Il ne croit plus depuis longtemps, et il l'explique dans l'autobiographie de 1876. Il ne croit plus, mais il reste attaché à la valeur morale de certains écrits de fondateurs, un peu les évangiles, mais cependant, ce qu'il ne supporte pas dans les évangiles, c'est l'obscurantisme du miracle. Et donc c'est en cela qu'il est véritablement un penseur scientifique, et comme il se doit, bien sûr, quand on est scientifique, résolument et méthodologiquement matérialiste. On ne sort pas du déterminisme immanent, sinon on sort de la science. Alors, du coup, faut-il prendre au sérieux ces déclarations d'agnosticisme? Eh bien non. La revendication d'agnosticisme chez Darwin sert simplement à le tenir à l'abri de toute mise en demeure de prouver l'existence ou la non-existence de Dieu. Il est à l'abri, il ne veut pas rentrer dans des débats philosophiques ni métaphysiques. Et par conséquent, il va choisir de se déclarer agnostique, et il faut savoir quelle dérision ça représente pour quelqu'un qui connaît très personnellement, parce que c'est un de ses petits frères cadets, celui qui a inventé le mot d'agnosticisme. Une histoire que je vous raconte très rapidement parce qu'elle est charmante et elle est drôle. Huxley, Thomas Henry Huxley, ce jeune très brillant anatomiste et zoologiste qui va devenir celui qu'on a nommé le bulldog de Darwin, eh bien raconte un jour dans une lettre à Darwin qu'il venait d'être fait membre de la Metaphysical Society. Et que là, il rencontrait des gens qui représentaient tous une doctrine qui s'ornait d'une désinence en isme. Spiritualisme, le créationnisme, l'utilitarisme, tout ce que vous voudrez. Et Darwin dit à Darwin, Huxley dit à Darwin, je me sentais comme le renard de l'histoire qui s'étant fait couper la queue dans un piège, n'ose plus se montrer en public et n'ose plus se présenter à ses congénères. Alors j'ai inventé agnosticisme, ce qui en toutes lettres veut dire qu'il n'en sait rien. C'est la doctrine de ceux qui ne savent pas. Et il dit à Darwin, termine sa lettre en disant « J'avais une queue comme les autres renards ». Voilà l'histoire du concept d'agnosticisme dans sa fondation en Angleterre. C'est attesté, ça? C'est attesté. Oui, c'est dans la correspondance, bien sûr, je peux vous fournir des textes. Et je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. C'est quand vous parliez de la distinction entre civilisation et barbarie. À un moment, vous avez parlé de l'écologie. Donc, dans l'acception que vous en donniez, ça correspondait à la théorie des interactions, si j'ai bien compris. En fait, un plan de perception qui serait pas sectorialisé. Et en fait, vous avez pris l'exemple, je crois, de la crise écologique, comme on appelle ça à la radio en ce moment.
Donc une espèce de catastrophisme généralisé comme ça, où on nous parle de la fin des ressources, la crise climatique, la disparition de toutes les espèces, etc. Et j'ai pas trop compris en fait, avec tout ce que vous aviez dit avant, pourquoi en fait vous disiez, si j'ai bien compris, qu'il y avait une culture américaine qui ne voulait pas justement prendre en compte toutes ces déclarations catastrophistes parce que ça ne rentrait pas dans son plan de perception. Et ce que vous aviez l'air de préconiser, c'était une planification planétaire pour régler justement cette crise écologique. Or j'ai l'impression, si je peux me permettre, que d'après ce que vous disiez, la morale qui a émergé en tant que sélection des instincts sociaux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une culture américaine, je pense plutôt qu'il y a une civilisation qui est aujourd'hui mondiale, triomphale, et qui définit justement comme critère d'appartenance à la civilisation l'adhésion à la citoyenneté. Et la citoyenneté aujourd'hui, ça induit par exemple la responsabilité écologique, c'est-à-dire que chaque citoyen est individuellement responsable de la crise écologique en tant que pénurie des ressources, etc., des règlements climatiques, tout ça. Et j'ai l'impression justement que cette culture dominante, elle intègre complètement le discours catastrophiste, dans le sens où le rapport qu'elle a à la nature est complètement sectorialisé, du fait qu'on voit la nature comme une espèce d'extérieur à la civilisation, comme un ensemble de ressources, de territoires, d'espèces qu'il faudrait gérer. Et donc votre idée de planification, j'ai l'impression qu'elle rentre complètement dans cette conception-là. Et je me demande si aujourd'hui la solution à la crise, c'est pas justement l'émergence d'une nouvelle barbarie comme extérieure à cette civilisation et à ce plan de perception qui voudrait nous faire croire que la nature, c'est ce qu'on nous en dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, alors là, vous êtes en train de faire des grands écarts extraordinaires entre différents éléments de mon exposé. Je ne faisais que répondre à la question de monsieur, là en face, qui, évidemment, manifestait une sorte de volonté de compréhension par rapport à la fois aux causes des problèmes actuels et éventuellement savoir si justement dans l'élément d'une rationalité de type darwinien que j'étais censé développer, il y avait quelques horizons de réponse. Alors oui, c'est ce qui m'a amené à expliquer que Darwin était le fondateur de l'écologie et que l'écologie avait été soigneusement éludée par un système et que ce système était, qu'on le veuille ou non, le système libéral. Ça s'est passé aux communautés européennes et ceux qui se sont élevés contre la prise de conscience à laquelle appelait Mansholt il y a presque 40 ans, c'était Raymond Barre à l'époque, qui était à Bruxelles. Bon. Donc avec derrière lui, bien sûr, toute une armée d'économistes qui défendaient évidemment l'industrie pétrolière. Bon. Tout cela, on comprend bien qu'entre ce système et une survie planétaire dont on sait qu'elle dépend aujourd'hui de la réduction de l'émission des substances polluantes, entre autres, il y a une contradiction. Cette contradiction ne peut pas être réglée en laissant les choix, les options comme ça libres. Elle ne peut être que l'objet de conventions globales qui ne peuvent pas être décidées à l'échelle d'une seule nation. Donc moi je veux bien que nous allions vers une culture citoyenne mondiale, ce qui est en l'occurrence une grande utopie parce que je ne me sens pas moi citoyen dans certains pays et je ne partage pas non plus la misère de certaines populations humaines. Je pense qu'il faut une autorité mondiale pour en finir avec cela. Mais nous sommes loin de pouvoir la constituer. Ces choses sont très lentes. L'histoire de nos institutions collectives, élargies, le prouve amplement. Alors s'il faut encore une immense guerre mondiale pour aboutir à quelque chose qui sera un échec aussi fabuleux que la STN, eh bien non, je ne pense pas que ça en vaille la peine. Je pense que nous sommes aujourd'hui à la veille d'être mis par la nature dans la situation de devoir constater l'échec de la non-convergence rationnelle. Et du fait que nous n'avons pas dominé nos techniques notamment. Je pense que nous allons comprendre malheureusement que
les grandes mutations qui vont s'imposer à nous n'auront pas été choisies par la conscience, mais en quelque sorte imposées par une réaction sans conscience de ce qu'on appelle la nature. Et ça, c'est un échec formidable de la rationalité. Je suis d'accord sur le fait que la citoyenneté doit être une chose cultivée. Je pense qu'elle est cultivable. Mais elle n'aura pas le temps d'empêcher de la fonte de la banquise. Voilà, c'est un gros ce que je vous dis. Votre discours, là, qu'on pourrait encore qualifier d'alarmiste pour le moins, ou de réaliste, hein, ça dépend, me fait penser à vraiment quelque chose qui n'a, vous allez me dire si ça a un rapport ou pas, qu'aurait pensé Darwin aujourd'hui, c'est toujours difficile de faire parler les morts, hein, qu'aurait pensé Darwin aujourd'hui de ce que l'on sait, par exemple, des grandes extinctions des espèces, je pense aux Permiens, je pense à ces grandes périodes où il y a un grand coup de balai et où finalement ce qui subsiste n'était pas forcément prévalent. Darwin sait de toute façon qu'il y a eu des extinctions à toutes les espèces de l'évolution, à toutes les étapes, à tous les moments de l'évolution. Donc pour lui, ce n'est pas un phénomène surprenant. Ce qu'il pourrait souligner, c'est le facteur, le facteur anthropique, donc l'homme, comme accélérateur effectivement des extinctions. Et cela, ça serait parallèle chez lui à cette observation dramatique qu'il fait sur les contacts entre populations blanches colonisatrices et certains peuples qui n'avaient eu jusque-là aucun rapport avec ce qu'on nomme la civilisation, hein, et qui meurent de ce contact parce qu'ils sont contaminés par nos maladies, parce qu'ils sont corrompus par nos vices. Et ce n'est pas un discours indulgent que Darwin tient sur ces choses-là. Alors, beaucoup d'indigènes, dit-il, beaucoup de populations indigènes seront inévitablement appelées à disparaître. Et alors, vous avez des petits commentateurs à la petite semaine de Darwin. Vous voyez bien, Darwin, il est pour l'extinction des faibles et des populations de culture traditionnelle, etc. Il dit des choses sur les races qui sont inacceptables, etc. Je suis désolé, ce qui est inacceptable, c'est ce degré de sottise de la part de gens qui enseignent à l'université. Hein. S'ils avaient lu Darwin, ils sauraient comment Darwin articule ces choses. Et que jamais, un seul instant, il n'a pu se réjouir de la moindre souffrance infligée à un être humain, non plus d'ailleurs qu'à un animal. Je vous rappelle cette phrase, cette logique extraordinaire de l'extension indéfinie du sentiment de sympathie. Hein. Ça va d'abord être une famille, ensuite il y aura une nation, et il faut reconnaître tous les membres de cette nation, même s'ils ne nous sont pas individuellement connus. Et ensuite, au-delà de ça, dit-il, seule une frontière artificielle pourra empêcher l'homme civilisé d'étendre ses sympathies jusqu'aux frontières de l'humanité. Et il ajoute, le sentiment d'humanité envers les animaux est la dernière conquête morale. Autrement dit, ce sentiment de reconnaissance de l'autre comme semblable ou apparenté s'étend à l'ensemble des êtres sensibles. Ça, c'est en toutes lettres aussi dans la filiation de l'homme. Et alors, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est « Combien de temps nous faudra-t-il encore pour que nous considérions comme nos semblables ces peuples qui se distinguent considérablement de nous par leur aspect extérieur et par leurs coutumes ». Eh bien, voilà l'homme dont un certain nombre de commentateurs spécialement incompétents ont fait le fondateur du racisme scientifique. Je peux encore vous poser une dernière question avant que nous nous quittions, Patrick Thor. Qu'est-ce que vous pensez de la, entre guillemets, responsabilité des penseurs, des chercheurs, des scientifiques au regard du dévoiement de leurs pensées, de leurs écrits ou de leurs recherches? Je voudrais donner un exemple. Bon, que peut Nietzsche à ce qu'en a fait Hitler? Que peut, je suis pas en train de faire d'une propagande, je suis pas un Nietzschéen convaincu. Que peut Einstein à la bombe atomique, et que peut Darwin à ce que vous appelleriez, je pense pas vous voler de mots, l'imbécile interprétation de certains? Alors, d'abord, bien sûr, ils ne sont pas tout seuls à répondre. Certains ont répondu pour Nietzsche, moi je réponds pour Darwin.
un individu, un savant dans sa vie ne peut pas répondre à toutes les bêtises qu'on peut dire à son propos, ou alors ça serait vraiment la preuve d'une activité surhumaine. Il faut répondre à la bêtise, mais pas trop, parce qu'on lui donne en même temps une existence dans le dialogue qui devient souvent insupportable. Pourquoi est-ce que vous ne me verrez jamais débattre avec un créationniste, hein? Parce que du coup je l'accrédite comme interlocuteur acceptable dans ce type de dialogue, et je ne le ferai jamais, etc. Il y a des choses comme ça, des principes qu'il faut savoir respecter. Darwin n'a pas été tenté un seul instant de prendre la parole sur de tels sujets parce qu'il en avait, dans le principe, refusé la possibilité, bien avant d'avoir publié L'origine des espèces. Il tenait par-dessus tout au succès de sa théorie, et il savait que les gens qu'il devait séduire en premier lieu, c'étaient les professeurs de Cambridge, qui étaient presque tous des théologiens, presque tous des révérends, et qu'il fallait pour cela taire autant qu'il se pouvait ses opinions en matière religieuse. Par conséquent, il a choisi l'agnosticisme, qui était une sorte de protection rhétorique qui lui a servi justement à n'être jamais véritablement persécuté pour ces raisons-là. Ça n'a pas empêché les premiers commentaires de L'origine des espèces, notamment dans l'Athénéum, qui a été le premier publié autant que je me souviens. Eh bien, ça ne l'a pas empêché, évidemment, un véritable déchaînement d'hostilité religieuse dès que L'origine des espèces a fait son apparition. Donc, on ne peut jamais éviter les critiques, on ne peut jamais éviter la réaction des idéologues. Ce n'est pas cela non plus qui a écarté Darwin de son chemin. Donc, il faut continuer à défendre l'œuvre scientifique, et en même temps, il faut travailler à ce que les scientifiques soient un peu moins analphabètes au niveau, je dirais, de cette critique intime qu'ils pourraient avoir de leur propre travail, ou plutôt de l'utilisation qu'on en fait, parce que l'utilisation qu'on fait du travail scientifique, ce n'est pas de la science. C'est de la politique, c'est de l'économie, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas de la science. Donc, que le scientifique, en tant que citoyen, je dis bien en tant que citoyen, s'éduque à analyser et éventuellement à contredire l'utilisation que l'on veut faire de sa recherche, oui, c'est légitime parce que ça fait partie des droits politiques de chacun. Et c'est ce qui me paraît hautement souhaitable aujourd'hui. Merci Patrick Thor, merci infiniment. Je voudrais vous signaler l'effet Darwin, qui est paru au Seuil pour tous ceux qui n'auront pas la possibilité de se le procurer ici. Je rappelle également qu'il va être en charge de la direction d'une collection concernant les œuvres complètes de Charles Darwin aux éditions Slatkin, je crois, c'est ça ? Voilà, merci de votre présence. À bientôt. Bonne soirée.